Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, au moins ça change jamais, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles, comment ça va? On est des conservateurs, donc on change pas. Ouais, c'est ça. Mais je voudrais aussi signaler qu'il y a une chaîne, comment ça s'appelle, de soi-disant amuseurs publics, qui nous a traité de chaîne d'extrême droite et qui avait plus de 100 000 abonnés, ce qui prouve qu'il y a au moins 100 000 abonnés. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi les gens disaient qu'on était d'extrême droite. Parce qu'on aimait la liberté. Aimer la liberté, c'est d'être d'extrême droite? Permettre certains discours, oui, pour certains c'est considéré comme d'extrême droite. Enfin, c'est une expression qui est pratique parce que ce n'est pas une expression doctrinale. Donc on peut y mettre énormément de choses et en même temps elle permet aussi de disqualifier l'ennemi et du coup c'est vachement pratique quoi. Donc je suis à vos yeux, je suis un homme d'extrême droite? Non, pas au mien, sauf que vous et moi nous sommes d'extrême droite à leurs yeux. Avant qu'on commenciez, d'abord il s'est fait couper les cheveux, vous avez remarqué. Hein, Oui, tout à fait. Mais il s'est pas fait couper la barbe. Et donc d'après cette chaîne, le fait qu'il ait des barbes, qu'il ait de la barbe, prouve qu'il est d'extrême droite. Mais enfin, j'ai vu des tas de gauchistes avec plein de poils, moi, mais enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais donc nous sommes d'extrême droite parce qu'il a des poils. C'est ce que j'ai compris d'après de cette chaîne, ce qui n'a aucun intérêt d'ailleurs, et que je vous déconseille d'aller regarder. Mais j'aimerais quand même essayer de préciser un peu le langage, parce que extrême, ça veut dire qu'on est tout seul dans un coin, non? Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont avec nous, non? Oui, oui, bah en fait il y a l'extrême droite, c'est une expression qui est assez comment dire, qui est pas objective, qui est assez subjective, c'est-à-dire c'est ceux qui sont à l'extrême droite d'une certaine partie de la population et on suppose que c'est du coup une partie très marginale, sauf que j'ai l'impression que les gens non seulement se droitisent Si je suis à d'un l'extrême côté. droite de Cohn-Bendit, je dois être un type bien, non? Ah, moi j'ai pas de problème avec ça, avec ce positionnement, et effectivement, après, Je suis pas effectivement, pédophile. bah, le truc c'est que pour eux, l'extrême droite commence potentiellement Emmanuel Macron aussi, donc bon, ça c'est aussi autre chose. Non, mais je veux dire, j'ai des problèmes de sémantique, là. C'est que... Bon, ben, on va laisser tomber ça parce que ça concerne des gens qui n'ont aucun intérêt. Mais on va retourner à nos habitudes, c'est-à-dire parler de choses plus précises. Ouais, plus sérieuse, avec parfois quelques, quelques élans de rigolade. Ce qui ne Mais, nous empêchera pas de dire des bêtises, vous inquiétez pas. voilà, c'est ça. Du coup, bon, je précise comme d'habitude, voilà, petite nouvelle rengaine, on est sur Instagram, donc allez vous abonner, c'est important. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il fait sacrément froid, voilà, ça c'est les infos d'aujourd'hui. Et c'est une idée stupide de se couper les cheveux quand il fait froid, parce que ça vous protège un petit peu les poils. Hein. Ah, je sais, sauf que en fait, moi j'avais pas forcément l'intention de le faire, c'est mon entourage qui m'a dit ah oui, va te couper les cheveux, t'es mieux avec les cheveux Vous coupés. cédez à la pression d'entourage, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il est d'extrême droite, il a aucun caractère. Tout s'explique. Peut-être qu'au contraire, justement, si je voulais absolument garder mon indépendance, c'est ça peut-être qui serait absolument suspect. Mais donc j'avais une première question. En ce moment, il y a un petit débat sur l'éventuelle autonomie, voire même éventuellement l'indépendance de la Guadeloupe. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre un référendum local là-bas pour l'autonomie de la Guadeloupe? Ben, en principe, j'ai appris dans mes cours d'instruction civique, quand je devais avoir quelques 13 ou 14 ans, que la République française était une et indivisible. Mhm. Donc si on fait un référendum pour la Guadeloupe, pourquoi pas pour Marseille? Oui. Hein? Pourquoi pas pour la Seine-Saint-Denis? Pourquoi pas pour... Donc il me semble que le but d'un gouvernement, c'est que les gens puissent vivre ensemble, même s'ils sont différents. C'est pas de faire des petites enclaves comme des réserves d'Indiens, où on mettrait les Indiens de la catégorie A, puis à côté il y aurait les Indiens de la catégorie B, puis les Indiens de la catégorie C, ils se parleraient pas entre eux, le cas échéant, ils se mettraient sur la gueule. Il me semble qu'on avait fait quelques progrès depuis l'existence de ce genre de système politique. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi il faudrait se séparer de la Guadeloupe, qui a toujours fabriqué d'excellents Français, sous le prétexte qu'ils ne veulent pas se vacciner. Oui, bah, il y a plusieurs problématiques, effectivement. Enfin, ils gueulent comme des ânes parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Quoi. Oui, oui, après, il y a aussi d'autres problématiques, notamment en ce moment, il y a une inflation qui est très très forte. Et par exemple, la boîte
de masque là-bas, il est à 50 euros. Du coup, enfin, il y en a qui expriment du coup une colère et qui pensent qu'il serait mieux en autonomie, à tort ou à raison, et qui, par conséquent, voudraient un référendum local. Ah bah, ça, ils peuvent le faire, mais si vous voulez, moi j'ai été un petit peu à la Martinique, à la Guadeloupe, comme tout bon Français, à un moment ou à un autre pendant l'hiver, quoi, parce qu'il y fait meilleur. Et en général, vous avez des îles que vous voyez là-bas dans le fond qui font pas partie qui sont pas françaises, et le niveau de vie n'est pas terrible, quoi. Donc, Ouais. donc je sais pas si c'est leur intérêt, mais je sais pas. Enfin bon, je veux dire, la France est bonne fille, c'est-à-dire que quand même ils ont un niveau de vie ils ont un niveau de chômage inouï, mais c'est sans doute plus à cause de réglementations imbéciles qu'on leur a commises qu'à cause de leur manque de volonté de travailler. Mais on va pas demander sans arrêt à tout le monde s'ils veulent rester français, parce que c'est... par exemple, la Savoie, ça ferait un très beau pays, la Savoie. Oui, ça n'a pas toujours été français d'ailleurs. Ça n'a pas toujours été français, ça fait français depuis assez longtemps, mais si vous prenez la zone qui va aller de la Savoie française, le Pau, et vous remontez vers Munich et la Bavière, ben, ça aurait pu être un pays incroyable. Tout le contrefort des Alpes, ça aurait pu être le pays le plus riche d'Europe. D'ailleurs, si vous prenez ça, c'est le pays le plus riche d'Europe. Mais pour l'instant, ils sont dans 3 pays, ils n'ont pas l'air d'être mécontents, quoi. Donc je veux dire, mais c'est rigolo comme on essaye de défaire l'unité du pays. Ça me paraît pas la solution au problème français ne me paraît pas être de casser la territorialité française en 5 ou 10 autres pays, quoi. Ça me paraît pas... Après, si leur mécontentement est spécialement élevé, de sorte que vraiment, là, on est dans une crise politique peut-être éventuellement semblable à l'Algérie en 58. Oui, mais ils sont français depuis très très longtemps. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Donc, je sais pas, ça, vous me direz, ça ne devrait concerner que les gars de la Guadeloupe. Oui et non. Parce que est-ce que les autres Français sont contents de garder les gars de la Guadeloupe? J'en sais rien, mais en politique, il y a toute une série de questions qu'il vaut mieux ne pas poser. Ouais, Parce que je vois très bien, ouais. Il y a des trucs, si vous voulez, qu'il vaut mieux pas lever. Donc quand je vois ces crétins au gouvernement qui s'attaquent au principe sacré de l'unité nationale, je me dis, mais mon Dieu, sont-ils nuls? Effectivement, c'est un peu une question difficile parce que moi, je peux comprendre le sentiment guadeloupéen. Je pense qu'ils auraient tort de partir de la République française, mais cependant, ils ont le droit d'avoir tort. Et la souveraineté populaire a le droit d'avoir tort. S'ils ont les caractéristiques constitutives d'une nation, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent vivre ensemble, est-ce qu'ils ont... je ne sais pas, s'ils ont les caractéristiques d'une nation, soit à ce moment-là, ils peuvent essayer de devenir indépendants. Mais enfin, il y en a des nations, des petites nations dans ces îles des Antilles, et bien sûr, si on pense à Haïti par exemple, c'est pas un grand succès. Hein. C'est sûr, la différence de niveau de vie pour 2 îles qui sont extrêmement similaires et en termes de population et en termes de géographie, etc. Il y en a une qui est indépendante, une qui appartient à la République française, la différence est absolument énorme. Mais par exemple, je pense, si Cuba par exemple était un État américain, je pense que les Cubains s'en sortiraient beaucoup mieux économiquement. Maintenant, si on leur demandait, préférez-vous appartenir à un autre pays et être dans une meilleure situation économique ou être indépendant, je pense que la majorité préférerait encore rester indépendante. C'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que Cuba, sous le contrôle des États-Unis, ça s'appelle Porto Rico. Hein. Oui. Et bon, ça, on voit la différence, quoi. Et il y a beaucoup d'immigration de Cuba vers Porto Rico et très peu d'immigration de Porto Rico vers Cuba, quoi. Donc voilà un peu la réponse à la question. C'est quand les gens votent, ils votent avec leurs pieds, quoi. Tout à fait. Enfin bref, du coup, effectivement, ce serait... Ce sont des fous. Ce serait une possibilité très dangereuse d'ouvrir une nouvelle boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'une fois que la Guadeloupe aurait obtenu son autonomie, n'importe qui pourrait se dire, ah bah tiens... moi et aussi. autonomie, ça veut dire quoi? Une autonomie, ça n'existe pas. C'est où vous êtes indépendant,
Vous faites partie de la nation, mais vous ne faites pas partie de la nation à moitié. Oui, ça je suis complètement d'accord. Je pense que l'autonomie, ce serait un statut administratif un peu absurde qui permettrait juste de faire une transition vers une indépendance. Voilà. Ou alors de continuer à payer des gars, mais ça on les paierait à une élite corrompue qui serait élue. Enfin bref, je veux dire... c'est exactement le genre de question qu'il ne faut pas poser. Ouais. Merci pour cette réponse. Alors ma deuxième question, elle concerne Éric Zemmour. C'est une grosse annonce de la semaine. Alors donc on s'est expliqué la dernière fois sur vos positions vis-à-vis d'Éric Zemmour. Du coup vous en avez un rapport un peu plus détaché et un peu plus objectif. Du coup je voulais vous poser cette question parce qu'il y a 2 jours, au moment où on tourne, il a sorti une vidéo sur YouTube qui a cumulé plus de 2 millions de vues, 2,5 millions, dans laquelle il explique qu'il se déclare officiellement candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, le soir même, il était aux 20h de Gilles Boulot pendant 10 minutes, où il y a eu une interview un peu spéciale dans la forme. Mais enfin, ma question, c'était, est-ce que selon vous, cette annonce de candidature a été réussie de sa part ? Je ne suis pas... La politique n'est pas mon métier, si vous voulez. J'essaye d'aider dans la mesure de mes moyens, mais ce n'est pas mon métier. Donc, moi, j'ai toujours pensé que derrière le message qu'essaye d'envoyer un politique, et je l'ai très bien vu aux États-Unis, par exemple, avec Reagan ou avec Trump, vous devez projeter une image de confiance dans le futur. C'est-à-dire dire, le cas échéant, comme l'avait fait Churchill en 1940, dans son célèbre discours, où il avait dit, je n'ai à vous promettre que du sang et des larmes, mais on gagnera. On se battra sur la plage, on se battra partout. Bon. Donc, le discours politique, c'est d'expliquer, que les prédécesseurs ont fait n'importe quoi et que ça ne va pas très bien, mais 2, dès que je serai là, on va reprendre des choses en main et le futur va être radio. Vous voyez ce que je veux dire ? Et dans le discours de présentation de Zemmour de sa candidature, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup du 1, on est dans la merde, mais pas beaucoup du 2, tout va bien se passer. Il me manquait l'élan optimiste. Vous sortez de la tranchée en 14 en disant, les gars, il y en a 1 sur 2 qui va revenir, tous les autres vont être tués, mais quand même... on y va parce que il faut y aller, quoi. Je veux dire, il manque le côté appel au sacrifice et on va en prendre plein la gueule, mais on va bien rigoler et on va gagner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le discours du coach de rugby à la mi-temps. Bon, les gars, ils sont plus forts que nous, mais on va leur faire payer cher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est donc une espèce de discours, encore une fois, masculin. Pour ne pas dire viril. Ouais. Puisque c'est de ça dont on vous a accusé. Ouais. Qui est de dire, oui, on va mourir, mais on va avoir une belle mort. Merde. Ça va être bien, quoi. Ça va être... cette notion, si vous voulez, de sacrifice joyeux est une idée vieille comme les rues. C'est celle des Spartiates aux Thermopyles, etc. Donc, je sais pas, il me semble qu'il a manqué les enfants, quand il dit la France n'a pas dit son dernier mot, ça aurait dû être ça son dernier mot. Moi, je ne suis pas, je suis loin d'être un... Il a manqué un côté de Cyrano de Bergerac, quoi. Mais vous savez, quand vous me dites, moi je suis pas un analyste politique, voilà, moi quelque part, justement... Quand je veux essayer de sonder un petit peu la population, je demande plutôt l'avis des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, oui. Pour me dire, parce qu'en fait la majorité des Français sont comme ça. Les gens qui nous regardent sûrement s'intéressent peut-être plus à l'histoire des idées, sont très informés, etc. Et du coup ils ont un effet de loupe. Et en fait, pour avoir une vision un peu globale de comment sont perçus les gens, etc., il faut un peu dézoomer, quitte à oublier un peu les masses d'informations qu'on a accumulées.
Et c'est pour ça que j'aime bien demander à mes copains... Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'ensemble? Parce que je ne suis pas le seul que vous ayez interrogé. Bien sûr. Je suis le seul où ça va être remarqué, noté, mais les autres, ils ne sont pas filmés, mais c'est intéressant. Mais du coup, ce qu'on me dit, surtout vis-à-vis de Zemmour, c'est que, oui, alors il dit des choses qui sont justes, machin, sauf que parfois, peut-être, il va trop loin, ou il n'inspire pas nécessairement la confiance. Et voilà, c'est ce genre de critique qu'on me formule à chaque fois que je demande leur avis à des gens qui ne sont pas forcément très intéressés par la politique. Et d'ailleurs, il y a un sondage, je crois, qui a été commandé par Valeurs Actuelles, mais il faudrait vérifier, qui reprenait certaines expressions de Zemmour, qui reprend dans sa vidéo d'officialisation de candidature, et ensuite qui fait des sondages par rapport à ça, êtes-vous d'accord avec ces postulats, etc. Et à la fin, on arrive quand même à un Français sur deux, en moyenne, qui est d'accord avec tout ce que Zemmour énonce. Sauf que il n'y a pas un Français sur deux qui est prêt à voter pour Éric Zemmour, et il faut se poser la question de pourquoi. Et ces gens-là, il faut aller les chercher, et je pense que il faudrait peut-être faire quelques compromis sur la forme, pas sur le fond, pour aller les chercher peut-être. Oui, ou alors il faut qu'il y ait un certain nombre de personnalités qui ne sont pas assimilées aujourd'hui à Zemmour, qui le rejoignent, oui. qui amènent avec eux des gens qui diront bon, si un tel y va, c'est que ça va, c'est bien. Tout à fait. Là, dernièrement, c'est l'ancien ministre de la Défense de Chirac, Charles Millon, qui va l'accompagner à son prochain meeting, qui d'ailleurs a été déplacé du Zénith au parc des expositions de Villepinte. Donc voilà pour le volet Zemmour. Ensuite, on en avait... Il est difficile de ne pas faire un volet Zemmour. Hein. Ah oui, c'est très difficile. Surtout là, l'officialisation qui était attendue depuis plusieurs mois. La bagarre après à TF1, ça a été... Ouais, ça aussi, ça a été spécial. On avait parlé de la situation en Pologne avec les migrants à la frontière biélorusse il y a quelques semaines. En critiquant beaucoup le positionnement des institutions de l'Union européenne par rapport à cela. Alors là, j'aurais trouvé un élan de lucidité incroyable. Ça m'a vraiment surpris, cette information. Donc la Commission européenne permet à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, qui sont donc les 3 pays de l'Union européenne frontaliers de la Biélorussie, de suspendre leurs règles d'asile pendant 6 mois. Juste pour pouvoir traiter les demandes correctement, qui sont donc à la frontière biélorusse. Qu'est-ce que vous en pensez de cet éclair de lucidité? Est-ce que c'est un peu comme une pendule arrêtée qui donne quand même l'heure correcte 2 fois dans la journée? En faisant ça, ils entérinent une situation acquise, c'est-à-dire que ces pays, en particulier la Pologne, avait dit en termes très clairs à l'Union européenne d'aller se faire cuire un œuf. Ouais. Donc ils disent, tiens, vous savez quoi, on va aller se faire cuire l'œuf pendant 6 mois. Donc, ils entérinent la situation de refus en disant, bon, très bien. Et deuxièmement, ils ont peut-être vu remonter de la population européenne en général comme un petit moment d'agacement sur le fait qu'on paye des avions pour aller de Bagdad à la Biélorussie, puis qu'ensuite on les fasse marcher à pied vers la frontière. Quoi. Je ne sais pas qui a monté le coup, mais j'espère que ça va lui coûter plein d'argent et qu'il ne le fera pas trop souvent. Quoi. Mais si on autorise les gars à la frontière biélorusse, pourquoi on ne met pas une dite de démarcation au milieu de la Méditerranée en disant à la marine française et italienne, tous les bateaux qui passent ça, vous les renvoyez vers les côtes libyennes ou les côtes marocaines ou les côtes algériennes ou les côtes tunisiennes. Ouais. Parce que s'ils peuvent le faire en Biélorussie, pourquoi pas nous dans la Méditerranée? On en aurait en plus largement les moyens, je pense que... On peut, ce qu'il faudrait faire, c'est assez simple, c'est prendre les bateaux, débarquer les gars à terre et couler le bateau après. Tout à fait. C'est ce qu'on fait avec les pirates. Hein. Oui, d'ailleurs, on fait un petit peu... Ça n'est rien d'autre de la piraterie. On importe du travail esclavagiste en Europe. Oui, c'est de l'esclavagisme. Et non seulement on l'accepte, mais parfois même on le finance, puisqu'il y a quand même des ONG pro-migrants qui sont Et les ONG financées, qui possèdent le bateau, on met les gars en prison, puisqu'ils ne respectent pas la loi. Tout à fait. C'est pas comme si on avait besoin de faire des nouvelles lois.
Il suffit de faire respecter les lois qui existent. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il n'y a pas tellement besoin de faire de nouvelles lois. Alors, on est au moment où on parle à 2 jours de la fin du scrutin du Congrès des Républicains, qui donc s'est ouvert hier. On aura les 2 candidats au deuxième tour aujourd'hui ? On aura les 2 candidats demain, je crois. Ouais, demain ou après-demain. Donc au moment où la vidéo sera sortie, tout ça sera officiel. Et apparemment, ce serait Ciotti en premier et Pécresse en deuxième, Tiens, c'est une bonne nouvelle, ça. Qui serait en tête des suffrages pour le Congrès des Républicains. On en parlait, je crois, la semaine dernière de cette éventualité. Est-ce que vous êtes surpris de ce résultat C'est un sale coup pour Zemmour, le pauvre, parce que s'il y a Ciotti qui est là, les gens vont se dire, bon, d'accord, c'est la copie de Zemmour, mais en même temps, il a l'infrastructure d'un parti derrière lui, donc il pourra gouverner, quoi. Donc, mais si c'est Ciotti qui est en tête, ça fait passer un message extraordinaire, d'ailleurs dont je suis tout à fait convaincu, depuis très longtemps, c'est qu'il y avait un chiasme énorme entre les électeurs républicains et les élites républicaines du style Juppé. Ouais. Et donc, les élites républicaines du style Juppé ont trahi avec leurs électorats, n'ont jamais fait ce que voulait l'électorat, on fait toujours le contraire, enfin bref, vous savez, on en a souvent parlé ensemble. Et donc, aussi curieux que ça paraît, cette façon de désigner leurs candidats donne la parole aux élus républicains. C'est un peu comme un référendum, quoi. Et donc, les élus républicains sont en train de dire, vous savez, si vous n'aviez pas trahi depuis 30 ans, on n'aurait eu ni Le Pen, ni Zemmour. Oui, il n'y aurait pas eu besoin de ils n'auraient pas eu besoin de sortir. Oui, ce qu'ils défendent, c'est nos valeurs à nous. Ce n'est pas les vôtres, puisque vous êtes d'horribles bobos parisiens, mais vous avez défendu des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Vous vous êtes laissé imposer vos valeurs par les ennemis, par Libération, par Le Monde, etc. Donc, ce sera peut-être enfin, aussi curieux que ça paraisse, un des grands mérites de Zemmour sera peut-être été, de libérer la parole, comme on l'a souvent dit ici, et de casser la mainmise de ces élites déplorables sur le Parti républicain. De faire renaître le Parti républicain de ses cendres. Bon, ça serait une très bonne nouvelle. Je suis assez d'accord. En plus de ça, information un peu parallèle, comment il s'appelle-t-il ? Christian Estrosi, qui lui était plutôt un chiracien, juppéiste. Donc, toujours prêt à trahir. Voilà. À tout à l'heure, qui rejoint le parti d'Édouard Philippe, Horizon. Donc en fait, la création de ce parti, on en avait parlé aussi au moment de sa création, et on disait que ça allait être une bonne succursale pour les anciens LR qui ne voulaient pas directement rejoindre La République En Marche en tant que parti, mais qui allaient rejoindre le groupe de la majorité en général. Et c'est ce qu'on commence à voir avec Estrosi. C'est très bien, donc si vous voulez, tous les partisans de Bayrou vont se retrouver dans un parti. Et ils auront à peu près, sans doute, une cabine téléphonique pour voter pour eux, quoi. C'est ça, ça va faire 2% en termes d'électorat, voilà. et encore, mais ça va permettre quand même d'avoir... Ça va donner une porte de sortie à tous les traîtres et les gars de non. C'est ça, ça va permettre de purifier un peu... De purger. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que est devenu le Parti républicain, rejoignez le parti d'Édouard Philippe. Mon Dieu, quelle bonne idée. C'est ça, toute l'année dernière, pendant les régionales, on a entendu, ils ont rappelé les fameuses valeurs de la droite et du centre, dire que non, nous, c'est pas Le Pen, c'est pas l'extrême droite, c'est pas Zemmour, machin. Et une fois qu'on donne la parole un petit peu aux adhérents, aux militants, au final, c'est pas si loin que ça. Mais non, et d'ailleurs, ils sont assez d'accord pour discuter. Oui, et d'ailleurs, ils le savent très bien. Je vois ça dans le Midi très bien. Avignon, Carpentras, enfin toutes ces villes-là, la droite est majoritaire et ça fait à peu près 30 ans que la gauche gouverne. Parce que la droite fait 25 et 27 et la gauche fait 38 ou 40, et ça fait rien. Comme les deux droites ne se parlent pas, c'est toujours la gauche qui est... Donc, c'est peut-être ce que les républicains de base, si vous voulez, on a peut-être marre de voir toute leur ville gouvernée par la gauche alors que toute la droite est majoritaire. Tout à fait. Et Ciotti, il y en a beaucoup qui craignent le fait que parce que Ciotti ressemble à Zemmour, alors ça va un peu annuler l'effet Zemmour. Moi, je suis à moitié d'accord avec ça. Je trouve que c'est plutôt
une bonne chose d'inspirer en termes de contenu, de fond, les autres partis. C'est la libération de la parole qui a permis Zemmour, c'est très bien. Ça. Tout à fait. Donc d'un seul coup, je suis persuadé qu'on aurait eu une espèce de candidat désigné, comme ça se passait autrefois dans le Parti républicain, par les caciques du parti, et on ça aurait été Bertrand. Et ça aurait été Bertrand à tous les coups. Ouais, ça aurait été Bertrand, et ça aurait même pas été le Bertrand qu'on a vu là dans les derniers débats. C'est le Bertrand centre-gauche. C'est ça aurait été le Bertrand d'il y a 6 mois qui n'était pas du tout sur la même ligne. Aujourd'hui, il voit très bien que comme il doit s'en remettre au suffrage des adhérents et des militants, il est un peu obligé d'aller dans leur sens, et du coup il a refusé le soutien de Renaud Muselier, alors que il y a 6 mois encore, au moment des régionales, ils étaient absolument sur la même ligne. C'est ce qui a fait perdre Thierry Mariani d'ailleurs. Tout à fait. Faut pas oublier que ces gars-là ont tous fait perdre Bien sûr. Un ancien ministre de Chirac quand même. C'est ça. Et du coup, donc les deux étaient sur la même ligne, au point que à chaque fois je confonds les citations des uns et des autres. Je sais plus si c'est Muselier qui a dit telle chose ou si c'est Bertrand. Et là, il refuse son soutien parce que c'est trop gros. Il voit bien que c'est un traître aux yeux de. Ça soutient Bertrand comme la corde soutient le pendu, quoi. Être soutenu par Muselier chez les Républicains aujourd'hui, c'est être certain de perdre. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, ma dernière question, c'est vis-à-vis de Donald Trump. J'ai l'impression qu'il se remédiatise un petit peu en même temps que Biden chute dans les sondages d'opinion en termes d'approbation. Il s'effrite pas, il s'écroule. Il s'écroule, ouais, c'est assez spectaculaire. Et surtout, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il s'écroule en ne faisant absolument rien, quoi. Et chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est une ânerie. À chaque fois qu'il fait... On lui reproche en même temps de ne rien faire, en même temps de faire ce qu'il fait. Du coup, il est absolument bloqué. Donc, je pense qu'il n'y a absolument aucune issue favorable pour lui. Il a la capacité de décision et le caractère qu'avait Carter, vous savez. C'est-à-dire, ça vous dit rien, Carter, mais c'était le président des États-Unis qui s'est fait humilier en Iran, qui s'est fait humilier partout, et qui un jour... Quand il faisait ce footing, parce qu'il faisait du footing, c'était un homme très bien, il s'est fait attaquer sur la route en faisant son footing par un lapin. C'est pas une blague, hein, vous pouvez chercher, il s'est fait attaquer par un gros lapin, et il est parti en courant. Donc le coup du président américain qui se fait attaquer par un lapin, c'est la seule personne dans ma vie dont on m'a dit qu'il avait attaqué, et je pense que Biden pourrait être attaqué par un lapin aussi. D'accord, ouais. Et je pense qu'il fuirait également, terrifié devant l'agressivité du lapin. C'est très possible, surtout si le lapin n'a pas pris ses 3 doses. Exactement. Donc Trump se remédiatise un petit peu, on sent que c'est un peu en perspective au moins de 2024, c'est-à-dire reprendre un peu le leadership sur la galaxie républicaine. Est-ce que... Et surtout liquider tous les gars qui l'ont trahi. Liquider tous les gars qui l'ont trahi. Parce qu'il y en a eu, mais je pense qu'il y a une espèce de malaise au sein du Parti républicain. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que la ligne Trump en 2016 ne pouvait pas gagner. Ils ont vu que c'était une ligne qui était extrêmement populaire et extrêmement puissante en termes d'approbation. Et donc, voilà, ils font quand même profil bas. Mais est-ce que ce serait pas un peu une prise de risque de représenter un ancien président qui a perdu entre-temps? D'ailleurs, je crois pas que ça soit déjà passé. J'ai pas le souvenir que ce soit jamais arrivé. Un ancien candidat qui a déjà perdu et qui se représente ensuite et qui gagne, c'est déjà arrivé, par exemple Nixon, mais un ancien président élu puis non élu qui se représente, ça je crois que ça n'est jamais arrivé. Non, mais de toute façon, c'est pas la première fois que Trump ferait des trucs que personne d'autre n'avait fait avant lui, parce qu'il en a fait des trucs tout à fait étonnants. Mais surtout, je crois que maintenant, Trump est dans une espèce de mission divine qui est de nettoyer le parti républicain de tout ce qu'on appelle les rhinos, les Republicans in name only. Les gars qui se prétendent républicains, du style Mitchell, le patron du Sénat républicain, qui n'a jamais perdu une occasion de trahir, quoi, qui se précipite à chaque fois qu'il peut pour trahir. Les républicains n'ont pas soutenu au moment du la première fois où il a été attaqué pour son impeachment, là, alors que maintenant on sait que c'était un coup d'État monté, etc. Un coup qui était complètement monté. Donc, grosso modo, Trump se dit maintenant, la première fois que je me suis fait avoir, j'ai été
naïf. C'est-à-dire, j'ai cru que, par exemple, le ministère de la Justice ferait son boulot, que le FBI ferait son boulot, que la CIA. Or, ils ont conspiré contre lui, ils l'ont fait. Il n'a jamais repris le contrôle du ministère de la Justice, donc il n'a jamais pu vraiment se dépatouiller. Donc, je crois que le prochain nettoyage, ça va être le nettoyage des institutions comme le FBI, la CIA et le ministère de la Justice, qui sont le cœur de l'État profond. L'État profond tient les Américains grâce à ces trois institutions, quoi. Donc, on va voir s'il y arrive, mais s'il y arrive, ce sera plutôt une bonne nouvelle, quoi. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que face quand même alors déjà, on a un vieux croulant, à savoir donc Joe Biden, qui est vraiment pas très populaire et à mon avis qui sera encore moins populaire Kamala Harris, qui est une andouille d'anthologie. Et Kamala Harris, alors elle, je sais pas comment elle réussit, parce que je pense que même si j'avais voulu le faire à sa place, je n'aurais pas réussi. Elle a aussi un taux de désapprobation absolument record, alors que littéralement elle ne fait rien, quoi. C'est-à-dire vraiment ça lui tombe dessus, la pauvre. Il faut ici être un peu rude. Les Américains lui en veulent beaucoup de la façon dont elle a réussi. Ouais. Ça a été, si je peux me permettre, quand même, c'est d'une très jolie femme. Ça a été l'archétype de la promotion horizontale, quoi. Elle s'est servie de sa beauté pour être. Ouais. Ça a été la maîtresse du patron du Parti démocrate en Californie, puis elle est devenue comme ça, et puis ensuite quand il a été un peu mis sur la touche, elle en a trouvé un autre qui a suivi, et donc elle s'est retrouvée là, voilà, et donc je crois que les Américains auraient préféré qu'elle soit élue normalement, quoi. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment la créature du Parti démocrate, quoi. Et donc, ils voient bien qu'elle n'est pas là pour son talent et ça leur plaît pas beaucoup. Ils savent très bien pourquoi elle est là et quelles ont été ses qualités. Ouais. D'ailleurs, je vois aussi quelques moments où elle s'exprime devant un pupitre. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas forcément meilleure que Biden. Non, et surtout, elle se met d'un seul coup, quand on lui pose une question gênante, elle se met à rire de façon hystérique et totalement stupide. Alors ça exaspère tout le monde parce que quand elle ne connaît pas les réponses, qu'elle ne travaille pas... Donc là, peut-être une chance... Toute l'administration Biden est ridicule. On a posé la question au ministre de l'Énergie de Biden la semaine dernière. Combien de barils de pétrole les États-Unis consomment par jour? C'était une femme. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. Enfin, c'était le ministre. Et elle ne savait pas. D'accord. Donc le ministre de l'Énergie des États-Unis qui ne sait pas que les États-Unis bouffent entre 18 et 20 millions de barils par jour, ça dépend de l'économie. Vous vous dites... il y a quand même... bon, elle a toutes les caractéristiques qu'il faut. Elle est contre le réchauffement féerique, elle est pour la paix dans le monde, l'arrêt de la faim, et tout. Donc elle est très très bien, cette dame, mais elle, du point de vue technique, elle est complètement nulle. Ouais. Et puis il y a aussi un phénomène, j'ai l'impression aux États-Unis qui a beaucoup plus d'ampleur qu'en France, c'est les conférences de presse du porte-parole de la Maison-Blanche. Et alors c'est assez étonnant parce que moi, je dois dire quand même que cette porte-parole, donc la petite rousse, elle est assez forte dans son domaine. Cependant, en fait, ce que fait la Maison Blanche est tellement injustifiable qu'elle s'en mêle les pinceaux à chaque fois. Notamment, il y a beaucoup de questions sur pourquoi Joe Biden ne met pas tout le temps son masque, des trucs comme ça. Parce qu'il oublie. C'est ça. Et du coup, elle a un mal fou à le justifier, alors que c'est une fille qui est très talentueuse. J'ai déjà vu quand même assez douée dans son domaine. Et je pense que ça a un gros impact à répétition sur l'opinion. Et surtout, ce qu'il y a un homme comme Trump, quand il faisait ses conférences de presse, il prenait toutes les questions et il y répondait. Il était extraordinairement réactif aux questions. Et là, Biden refuse de prendre les questions des journalistes. Donc il lit son texte qui lui a été préparé sur un téléprompteur et il dit merci beaucoup, il s'en va. Donc ça agace les gens. D'ailleurs, moi j'ai une question, pourquoi on n'y répond pas, quoi. Donc cette façon d'isoler le président qui n'a pas le droit de répondre aux questions qu'on ne lui a pas préparées, c'est un peu inquiétant, quoi. Tout à fait. Et puis la puissance de feu médiatique pour défendre Biden est
évidemment plus du tout la même que celle qu'il y a eu pendant la campagne, où il fallait être absolument... fallait faire barrage contre Trump, et limite il fallait pas parler de Biden parce que sinon ça allait faire un carnage, mais juste il fallait faire barrage, du coup il fallait voter pour celui qui n'était pas Donald Trump, même si c'était un castor quoi. C'est pour ça qu'on fait un barrage. Et du coup là aujourd'hui c'est plus difficilement justifiable, du coup moi j'ai l'impression que quelque part c'est pas si mal que ce soit Biden qui ait été élu, parce que il est trop vieux, trop sénile pour prendre de vraies décisions, mais à la fois les décisions qu'il prend le rendent extraordinairement impopulaire. Ça va probablement causer un blocage des institutions en 2022. Tout cas, à partir de septembre-octobre prochain, le 4 novembre prochain, où il y aura des nouvelles élections, il est certain quasiment certain que les deux chambres vont basculer vers les républicains. Tout à fait. Et que le président des États-Unis pourra aller jouer au golf tranquillement, il n'aura plus rien à faire. C'est ça. Du coup, on va avoir probablement un blocage des institutions, donc une annulation mutuelle des programmes républicains et démocrates. Et ensuite, du coup, il y aura donc les institutions vont être un peu sur pause. Et ensuite, il y aura donc 2024 où là, il y aura sûrement un dénouement à cet épisode. Et là, il y a peut-être un espoir pour les républicains et peut-être même pour Donald Trump non seulement de gagner, mais d'avoir une énorme majorité. S'ils ont réussi à se débarrasser des rhinos. Oui, mais ça, j'ai plutôt bon espoir. Non, je crois que Trump est tout sauf bête. Il a fait confiance la première fois aux institutions. Il s'est rendu compte que ces institutions l'ont trahi. Donc, il va y avoir un nettoyage dans la CIA et le FBI qui ne vont pas être tristes. Ouais, espérons-le. Espérons-le, oui. Espérons-le. Donc voilà, c'était toutes mes questions pour cette semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas en vrai à poser des questions vous aussi sur l'actualité. Je regarderai les commentaires de temps en temps pour voir si je trouve des éléments intéressants. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, de mettre un commentaire, de vous abonner à la page YouTube, mais aussi à la page Instagram, et même d'ailleurs pourquoi pas à la page Twitter. Voilà. Ah, j'avais une dernière annonce, ça je pense que ça va vous plaire. Donc je continue toujours d'officier évidemment pour l'Institut des Libertés, mais je vais créer, on a créé avec 3 autres copains une chaîne YouTube. Donc on va faire des émissions toutes les 2 semaines. Ça s'appelle la table ronde. Et donc voilà, on va recevoir à chaque fois 2 invités différents. Ça va être assez rigolo. Je pense que le public va plutôt. Et vous ferez ça où? Alors on fait ça dans un bar. On a trouvé un propriétaire de bar, restaurant qui veut bien nous le prêter le week-end pour qu'on aille tourner. Donc voilà, c'est très sympa. On a acheté du matériel, etc. pour faire tout ça. Il faudra m'inviter quand même. Bah oui, bien sûr, c'est prévu, c'est sûr. Évidemment. Et je préviendrai les auditeurs à chaque fois. Absolument, n'oubliez pas d'aller à la table ronde. Sur une table, en principe, on boit beaucoup, donc c'est déjà une bonne chose. Ah oui, ça c'est prévu d'ailleurs. Même si la table ronde n'est pas ronde, voilà, on a des tables et on a prévu ce genre de... De quoi picoler un peu. Voilà, exactement. Voilà. Bon bah écoutez, du coup je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo en entier et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.